Bonjour à tous, bienvenue aux États généraux Sport Planète, première édition du genre, dans le CREPS Île-de-France qui se trouve à Châtenay-Malabry. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous savez que ces États généraux sont à la fois en présentiel et en distanciel. En présentiel, vous le savez, le contexte est un petit peu délicat aujourd'hui, puisque nous avons une grève qui a été décidée et qui fait que nous avons dû décaler un petit peu le début de cette première journée. Ne vous inquiétez pas, je parle notamment aux personnes qui se trouvent en distanciel. Ne vous inquiétez pas, nous allons rattraper ce retard pour nous caler sur les horaires qui avaient été prévus pour les retransmissions en distanciel. Merci à ceux qui ont pu réaliser ce miracle d'être dans la salle à l'heure. Et par avance, merci à ceux qui vont nous rejoindre. Nous avons reçu en fait des dizaines de messages de gens qui sont bloqués dans les transports. Il faut faire avec, la vie est ainsi faite et j'en vois arriver au fond de la salle. Merci de vous installer. Nous avons décidé, parmi les différentes initiatives liées à ces états généraux, de mesurer l'impact transport du déplacement des différents participants. Je pense que va apparaître à l'écran dans quelques instants un QR code. Et ce QR code qui a été développé, l'application qui a été développée en parallèle de ce QR code, c'est grâce à notre partenaire Wister. Ce QR code, si vous le flashez, vous allez pouvoir répondre à un petit questionnaire tout simple. Donc, c'est un des seuls moments de la journée où je vous demanderai de sortir vos téléphones portables pour être utile à la planète. Vous scannez ce QR code et vous allez tomber sur un questionnaire très court qui va vous demander des choses très simples sur d'où êtes-vous parti, quel moyen de transport au pluriel vous avez pris pour venir, ce qui va nous permettre automatiquement de calculer votre bilan carbone individuel, transport. Et à la fin de la deuxième journée, c'est-à-dire demain après-midi à 16 h, au moment de la clôture, nous aurons une idée très précise du bilan transport de vos déplacements au cours de ces 2 journées. J'insiste bien sur le fait que c'est un bilan uniquement transport. D'autres paramètres seront pris en considération pour établir le bilan carbone de notre événement. Et vous le verrez d'ailleurs, associé à ce petit questionnaire, vous aurez la possibilité de répondre à des quiz. La dimension gamification étant une dimension importante pour engager les gens, pour les enthousiasmer. Vous aurez l'occasion au cours des 2 jours qui viennent de répondre à ces quiz qui sont complètement centrés sur l'éco-responsabilité dans et par le sport. Vous aurez notamment des quiz sur les Jeux Olympiques, sur la Coupe du Monde de football, sur l'alimentation, sur les transports, etc. Un autre point qui est très important concernant ces états généraux, c'est que nous les avons voulus interactifs. Interactifs au sens où nous allons essayer d'être le moins descendant possible, c'est-à-dire que nous allons vous inviter à échanger avec nous et à prendre la parole. C'est pour ça qu'à l'issue de chacune des 3 interventions de la matinée, la parole sera donnée non seulement au public présent dans la salle, mais également aux internautes. Nous avons une personne qui est dédiée spécifiquement à prendre les questions des personnes qui sont en direct en ligne. Et le même système sera appliqué cet après-midi et demain matin pour les tables rondes. Vous savez que nous avons 6 tables rondes, je reviendrai un peu plus dans le détail tout à l'heure sur le contenu de ces 6 tables rondes. Et ces 6 tables rondes donneront lieu, je l'espère, à des échanges avec le public dans la salle et avec les internautes. Et enfin, nous avons un temps très particulier que nous avons mis en place en fin de journée aujourd'hui, qui est un temps d'atelier. Ce temps d'atelier, c'est un moment de 2 heures pendant lequel toutes les personnes qui sont en présentiel au CREPS Île-de-France pourront se répartir dans 6 salles pour justement échanger sur les thématiques que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour les présentations d'ordre général avant que nous ouvrions officiellement ces États généraux Sport Planète 2022. Une dernière petite chose, je vous demanderai donc de mettre vos téléphones en mode silencieux
ce qui est vraiment important pour ne pas perturber non seulement le déroulement, mais aussi l'enregistrement de ces États généraux, puisque non seulement ces États généraux sont retransmis en direct, session après session, mais également ils seront disponibles en replay. Donc il est vraiment important que la qualité de la captation soit la meilleure possible. Je vérifie au niveau de mon timing, je suis à peu près dans les temps. Donc je vais maintenant convier le président de la Maïf, Yves Pellissier, à venir nous rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement ces États généraux Sport Planète 2022. Merci. Merci et merci à vous. Alors je viens de remplir au travers de la petite appli mon bilan carbone. J'espère qu'il ne sera pas trop désastreux, parce que c'était un peu compliqué de venir ce matin. Donc je n'ai pas pu utiliser les transports en commun comme je le fais d'habitude. Très clairement, bonjour. Bonjour à toutes et tous, à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous regardent à distance. Au nom de la Maïf, en tant que président de la Maïf, je veux vous exprimer notre plaisir de vous accueillir ici pour ces premiers états généraux Sport Planète. Je remercie bien évidemment le CREPS et toutes les infrastructures que nous allons pouvoir en bénéficier pendant 2 jours. Le site est juste exceptionnel, donc c'est pour donner aussi l'envie à d'autres personnes de nous rejoindre sur ces 2 jours, bien évidemment. Je remercie également le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques pour son parrainage accordé à cet événement, un ministère qui est représenté aujourd'hui par la présence de Madame Meurice, chargée de mission au développement durable. Je remercie également la 20aine de fédérations sportives nationales qui sont présentes, et puis aussi de nombreux comités départementaux et comités régionaux qui sont représentés. Et je crois aussi qu'il y a parmi nous Monsieur Caillet, qui est le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Donc merci à toutes ces personnes pour ce qu'ils représentent, en tout cas pour nous et pour ce mouvement. Sport et planète, pour nous, ce sont 2 mots qui font sens, bien évidemment pour Maïf, parce que Maïf est un acteur du sport, je vais en dire 2 mots juste après, et puis aussi parce que Maïf, et ça vous le savez, Maïf se mobilise pour le défi climatique. Maïf, acteur du sport à part entière, très clairement, d'abord, nous en partageons les convictions, autour de la fraternité, autour du respect, autour de l'inclusion. La pratique du sport est pour nous une formidable école de tolérance, de solidarité, mais aussi donc d'engagement. Nous avons concrétisé cette proximité il y a plus de 30 ans avec l'UNSS avec laquelle nous avons développé le programme des jeunes officiels vers une génération responsable. Aujourd'hui, la Maïf assure plus de 26 fédérations sportives, 33 000 clubs, 5 millions de licenciés. Donc l'engagement de la Maïf dans l'écosystème du sport est bien une réalité. Assureur responsable, Maïf mobilise ses moyens pour la mère des batailles qu'est le défi climatique. Convaincu que la justice sociale et la transition écologique sont indissociables, nous organisons de nouvelles solidarités pour faciliter l'évolution des comportements de tous ceux qui veulent, de tous ceux qui peuvent agir. Les acteurs du sport en font évidemment partie. Environnement et sport sont très liés. Il n'y a qu'à regarder les difficultés de la pratique du sport en raison de l'impact climatique, en raison de la pollution en particulier sur les organismes, des canicules qui mettent en danger les sportifs, mais aussi donc de la sécheresse qui rend impraticables les terrains de foot ou les terrains de rugby. Moi, j'ai la conviction que le sport doit être un moteur du changement. Il peut entraîner dans son sillage, il peut permettre le passage à l'action citoyenne. C'est tout l'objet du mouvement Sport Planète. Je parle de mouvement car il s'agit d'une mobilisation conjointe de la Maïf, du monde du sport et de la protection de l'environnement. Je vois là un magnifique exemple de mutualisation de nos ressources, mutualisation de nos connaissances, de nos compétences, mutualisation de nos énergies. Cette mutualisation, n'en doutons pas, est un facteur clé de succès. Depuis 2019, à travers Sport Planète, nous aidons nos partenaires fédéraux à structurer et développer leur responsabilité sociale d'organisation.
Merci aux fédérations d'avoir joué le jeu et d'être parmi nous aujourd'hui. Nous soutenons financièrement les organisations qui innovent et proposent des solutions plus respectueuses de l'environnement. Je pense ici à Oxy, à Match for Green, et je les remercie pour leur participation active à ces États généraux. Nous favorisons des initiatives qui mêlent les défis sportifs aux enjeux écologiques. C'est ce que nous faisons avec le collectif d'éco-aventurières et d'éco-aventuriers qui lie performance sportive et mise en action éco-responsable. Merci à cette belle équipe d'être également cheville ouvrière de ces États généraux. Sans être totalement exhaustif, je pourrais aussi évoquer les stands et les villages Sport Planète qui se multiplient sur les territoires, les campagnes de crowdfunding pour financer les initiatives innovantes, mais aussi la mobilisation de sportifs de renom comme ambassadeurs Sport Planète. Ou encore parler du soutien à la mise aux normes d'infrastructures sportives sur les territoires. Vous l'aurez compris, l'ambition de Sport Planète, c'est d'agir pour tous, c'est d'agir sur tous les fronts. C'est dans cette mobilisation totale que réside tout l'enjeu du mouvement Sport Planète et des États généraux que nous ouvrons aujourd'hui. Pour alimenter ces travaux, nous avons lancé une grande consultation nationale. Et Didier, je vous en remercie d'ailleurs d'être l'orchestrateur de cette démarche. Vous reviendrez tout à l'heure en détail sur les différents résultats. Pour ma part, moi j'en ai retiré 3. Le premier, c'est l'expression de la force communautaire, avec la participation de plus de 6500 répondants. Le deuxième, c'est la puissance du mouvement général, avec 61 sports représentés. Et puis le troisième enseignement, c'est l'alignement des intérêts. L'impact, c'est le numéro 1, donc des priorités, pour plus de 48% des répondants. D'ailleurs, on peut noter que notre action est plus que jamais nécessaire quand on voit les grandes compétitions internationales être organisées dans des conditions environnementales ubuesques. Neige de culture à Pékin, stade climatisé au Qatar et bientôt station de ski en plein désert en Arabie Saoudite. L'expression aberration écologique est bien faible pour qualifier ces choix d'un autre temps. Le monde du sport doit s'habituer à être interpellé sur son impact environnemental. Aujourd'hui, il n'est pas question d'incriminer ni d'opposer. Il est question de faire converger et de relier. Relier les gens, relier les activités, relier les connaissances, relier les compétences. Ce lien qu'Edgar Morin a posé comme le défi du XXIe siècle, ce défi, relevons-le collectivement. Parce que le sport nous unit dans les émotions, parce que le sport se vit en collectif, y compris le sport individuel. À nous de relier cet écosystème sportif pour répondre aux défis climatiques. À nous de gagner le match pour le sport, à nous de gagner le match pour les générations à venir, à nous de gagner le match pour la planète. Alors pour ces 2 jours, je vous souhaite un très bon match. Merci beaucoup. Merci, Président. Il me revient la lourde tâche de contextualiser ces 2 journées. J'ai préparé une présentation PowerPoint extrêmement difficile à mon niveau parce qu'on m'a demandé de rassembler en 20 minutes 20 ans de vie. Et c'est totalement impossible comme équation. Mais bon, j'ai fait mon possible. Pendant ces 20 années, j'ai essayé de réfléchir aux problèmes qui se posaient à cette planète Terre et au monde du sport qui baignait dedans. Sans raconter ma vie, dans des vies antérieures, j'ai travaillé à l'Institut national du sport, j'ai été président d'une fédération internationale, Fédération européenne de triathlon, j'ai organisé de grands événements sportifs internationaux, et à mesure que j'avançais dans le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le sport. Et c'est ce qui m'a amené à me retirer de la vie sportive officielle pour
pour avancer dans un univers parallèle dans lequel je me trouvais bien seul. Et c'est ce dont je vais vous parler dans les 20 minutes qui viennent. C'est ce lien entre le sport et la planète, entre les crises qui s'enchaînent, notamment la crise climatique. Et globalement, la question est, mais qu'est-ce que le sport a à voir dans tout ça ? Pour ne pas rentrer davantage dans une bio me concernant, je n'ai rien trouvé de mieux que vous présenter Don Quichotte de la Manche, parce qu'au début des années 2000, quand j'ai commencé à parler de développement durable dans le sport, les gens ne comprenaient absolument rien de ce que je racontais, et voire même me repoussaient. Et j'étais vraiment perçu comme un ayatollah du développement durable, quel que soit ce qu'on mettait à l'époque et ce qu'on met aujourd'hui derrière le mot développement durable. Donc je suis particulièrement ému en fait aujourd'hui de voir qu'après m'être battu contre des moulins à vent, nous débouchons aujourd'hui sur les États généraux Sport Planète, qui sont un moment vraiment très important dans la vie du sport national. Et très clairement, il y aura un avant et un après États généraux Sport Planète. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche et que depuis 20 ans, je m'époumonne à crier sur beaucoup de gens qui font des choses qui me paraissent insupportables. Donc, avant ces états généraux, je me suis posé la question de la posture que j'adopterais. Et donc j'ai décidé pour ces états généraux de ne plus m'époumoner sur le 1,1 million de bouteilles plastiques que jettent sur les bas-côtés les organisateurs des 4 plus grandes courses parisiennes pédestres. J'ai décidé de ne plus m'époumoner sur les 15 millions de goodies que la plus grande course cycliste de France distribue au début de chaque étape, de ne plus m'époumoner sur les 100 millions de mètres cubes d'eau que les stades de foot, dont les stades de foot ont besoin chaque année pour être arrosés et maintenus en état, de ne plus m'époumoner sur les plus de 2 TWh d'énergie nécessaire à la retransmission de grands événements sportifs internationaux comme les Jeux Olympiques. Et bien évidemment, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à toutes les histoires de chars à voile qui s'enchaînent chaque semaine, qui font l'actualité et qui ne rendent pas service au sport en général. Mais à l'inverse, j'ai décidé de positiver. Et j'ai choisi un certain nombre de logos, d'entités qui font des choses fantastiques pour la planète aujourd'hui au niveau national. Et je pensais qu'il était nécessaire d'insister sur ces actions qui sont petites ou grandes, mais qui sont toutes hyper efficaces. Je voudrais d'abord citer la Fédération française d'athlétisme. Fédération française d'athlétisme qui a lancé en 2021 son premier programme d'ambassadeurs Sport Planète Athlé. Ce sont des sportifs, une quarantaine, qui se sont engagés à suivre un programme de formation de 10 webinaires qui débouchent sur un programme concret au niveau de leur club, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours ou que ce soit au niveau d'une action spécifique dans le cadre d'un événement que leur club organise. De souligner la superbe exposition Sport Planète que le Musée national du sport a sorti l'année dernière et que les personnes qui sont présentes dans cette salle et qui nous rejoindront en cours de journée aujourd'hui et demain pourront admirer dans les coursives du Krebs. De mettre en avant également l'action fantastique d'une petite association qui s'appelle TRF, Trail Runner Foundation, et qui organise des rendez-vous utiles partout en France, qui sont des plugins auxquels participent notamment beaucoup d'enfants. Et je vois des jeunes qui nous ont rejoints dans la salle en cours d'intervention. C'est génial parce que grâce à TRF, vous pouvez entrer en action, mais pas seulement, bien évidemment. L'UNSS mentionné par le président Pellissier en est un autre exemple. Souligner avant la date la superbe initiative de la Fédération française d'aviron. En 2020, à l'époque, on ne parlait pas encore de sobriété énergétique. Vous savez qu'un grand plan de sobriété énergétique vient de paraître. Eh bien, en février 2020, la Fédération française d'aviron avait décidé de ne pas chauffer l'enceinte Pierre de Coubertin pour ses championnats du monde d'aviron en salle qui se déroulaient en plein mois de février. Donc c'était une initiative qu'on va dire avant-gardiste par rapport aux annonces ministérielles de ces dernières semaines. On ne peut pas ne pas souligner le travail incroyable que réalise la Surfrider Foundation depuis des décennies maintenant pour sensibiliser sur la cause de l'eau et la nécessité de protéger les océans, notamment sur l'accumulation des déchets de tout type, notamment plastiques. Je voudrais ici souligner également tous les éco-aventuriers qui s'engagent dans des paris complètement fous,
Donc j'ai choisi de présenter ici le logo du projet Azur et de ces 3 Amazones, Solène, Philomène et Anaël, mais je pense aussi ici à Nicolas van den Elsken, qui est en train de réaliser 100 marathons en 100 jours pour la planète, pour le climat, ou également Pierre-Frédéric Lecarrère, qui est venu nous rejoindre de sa Bretagne natale en vélo, pour avoir un impact environnemental le plus minime possible. Parmi les autres acteurs que je tiens à remercier pour leur travail incroyable, Oxygène, qui a été mentionné par le président Pélissier, parce que se pose la question de la mesure d'impact. Et depuis plusieurs années maintenant, Oxygène a travaillé sur un outil de mesure de la sincérité de l'engagement environnemental et sociétal des organisations sportives. Cet outil est juste incontournable. Donc je ne peux qu'enjoindre toutes les organisations sportives à se rapprocher de cette entité pour justement être capable d'évaluer, parce que sans évaluation, pas de progrès possible. C'est la base de l'évolution et de l'apprentissage, savoir où on en est, parce que quand on sait où on en est, on sait d'où on vient et on sait où on va. Je voudrais aussi souligner le travail réalisé par l'ensemble des sportifs de haut niveau qui s'engagent pour la planète. Et un parmi eux, qui s'appelle Xavier Thévenard, et qui va demain midi, vous en serez tous le témoin, partir du Crêpes Île-de-France pour réaliser le tour de l'Île-de-France. 250 km, 50 heures, 4 modalités de pratique. Tout ça pour sensibiliser le grand public sur la fragilité des espaces naturels et la nécessité de protéger notamment les corridors écologiques sans lesquels la biodiversité animale notamment ne peut pas survivre. Match for Green, qui a déjà été mentionné, qui est une initiative émanant des clubs pour les clubs. C'est-à-dire que c'est le premier programme qui existe en France qui permet de former l'ensemble des clubs de sport du territoire, mais aussi les collectivités territoriales, puisque les activités de Match for Green se sont développées récemment. Donc tournez-vous si vous êtes un club, si vous êtes un comité, une ligue, voire une fédération, vous pouvez vous tourner vers Match for Green qui propose des contenus qui sont extrêmement intéressants. Je voudrais ici souligner également Écolosport, qui est le premier média écolo-sport qui est apparu il y a peu de temps dans le paysage audiovisuel français et qui relaie toutes les bonnes informations. Donc c'est un média qui se veut positif, mais qui a eu le courage aussi récemment de s'engager sur des nouvelles un peu moins positives, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester silencieux, et quand ça ne fonctionne pas, il faut le dire. Une bouteille à la mer, qui est une association que peut-être peu de gens connaissent, qui est une association qui a été créée par des sportifs de haut niveau, utilisant le pouvoir de l'image pour sensibiliser sur la détérioration de nos terrains de jeu. Et je salue ici Mathieu Navillo, qui a eu le courage de créer cette association. L'ANESTAPS, Association nationale des étudiants en sciences et techniques des activités sportives, physiques et sportives, qui, parmi toutes les activités qu'ils développent, ont lancé le concept des friperies Sport Planète. Le concept des friperies, c'est tout simple. C'est que par les temps qui courent, il est de plus en plus difficile, notamment pour des étudiants, de pouvoir vivre dans des conditions décentes et dans le cadre du sport, de pratiquer dans des conditions décentes. Et donc, les friperies Sport Planète permettent d'offrir aux étudiants dans le besoin des équipements sportifs qui leur permettent de pratiquer du sport et donc de suivre des études dans de meilleures conditions. L'Éco-Trail de Paris, un organisateur très courageux qui a pris la décision, il y a peu, d'arrêter avec la distribution de t-shirts finisher sur la ligne d'arrivée des épreuves. À un moment donné, il va falloir s'y mettre, il va falloir réfléchir à d'autres modalités que remettre systématiquement des t-shirts aux pratiquants lorsqu'ils terminent un événement sportif quel qu'il soit. Merci à l'Éco-Trail d'avoir pris cette décision importante. Et enfin, last but not least, je voudrais particulièrement remercier la mission développement durable du ministère des Sports, qui depuis la fin des années 2000 s'escrime à accompagner tous les acteurs du sport pour qu'ils s'engagent sur la voie de l'éco-responsabilité. Ils ont réalisé un travail extraordinaire depuis, je crois que c'est 2008, et dans l'ombre. Et on est toujours là pour critiquer les gens qui ne font pas les choses correctement. Cette mission incroyable du ministère des Sports, qu'est la mission développement durable, réalise dans l'ombre un travail exemplaire et je tenais à les remercier particulièrement. Voici pour les bons exemples. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous la dualité auquel le sport s'expose et qui est la réalité du sport au quotidien,
c'est que le sport est à la fois victime et coupable des dérèglements climatiques et de la fragilisation de ces terrains de jeu. Vous savez que la planète est un terrain de jeu extraordinaire pour le sport. Théoriquement, il n'y a pas un espace naturel de cette planète qui ne peut pas être investi par le sport, puisque qu'on fasse de la plongée subaquatique, qu'on fasse du deltaplane, du surf ou de la course à pied, tous les espaces de jeu de la planète peuvent être investis par le sport. Mais ces espaces, en fait, ils sont de plus en plus fragilisés par, de manière générale, les activités de l'homme. Qu'on parle d'infrastructures, de construction d'infrastructures, qu'on parle de transport, qu'on parle d'industrie, d'agriculture, d'élevage, la multiplication des activités de l'homme fait que la planète est en grand danger. Et j'imagine que le professeur Gemène, qui me succédera sur cette scène, rentrera dans les détails de ces impacts environnementaux extrêmes. Le sport est donc victime de la détérioration de ces terrains de jeu. Et ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que ce sont tous les terrains de jeu du sport, que ce soit des terrains de jeu aquatiques, terrestres ou aériens, que ce sont tous les sports et tous les acteurs du sport qui sont concernés. Personne n'est épargné par l'accélération de la détérioration de ces terrains de jeu. Sans rentrer dans les détails, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère de télécharger le rapport du WWF France, celui qui a été édité en 2021, Sport et climat, le monde à plus 2 et plus 4 degrés. Parce que c'est une projection extrêmement réaliste et qui fait froid dans le dos de ce que va devenir le sport dans les décennies à venir, si la température globale sur cette planète augmente de 2 ou de 4 degrés. Globalement, ça veut dire pour le sport un doublement des fréquences de canicule d'ici 2050. Doublement des fréquences de canicule. Pour ceux qui ont vécu les canicules de cet été, je pense à Toulouse avec 71 jours à plus de 30 degrés. L'impact sur les pratiques sportives, pour le citoyen lambda bien évidemment, mais pour les pratiques sportives est considérable. Les conséquences sont évidentes sur la performance sportive. Dans une vie antérieure, j'étais chercheur au laboratoire de biomécanique et physiologie de l'INSEP, et on sait que la température idéale pour performer, par exemple sur marathon, se situe aux alentours de 10, 12, 13 degrés. Vous imaginez bien, quand on propose aux marathoniens de courir par 25, 30 degrés, voire d'organiser un championnat du monde d'athlétisme au Qatar par 40 degrés, ce qui amène les athlètes à courir à minuit parce qu'il fait trop chaud dans la journée, on va à contresens de l'histoire et on va à contresens de cette priorité qui devrait être celle des acteurs du sport, de protéger la santé de ces sportifs. Donc, conséquences sur la performance sportive, la qualité de l'air bien évidemment, la santé des pratiquants, je viens de le mentionner, mais également les événements auxquels ils participent. Ce rapport du WWF France met en évidence une donnée assez incroyable, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir montée des eaux. Et avec la montée des eaux, et là je ne vous parle pas de 2200, 2500, je vous parle de 2050, là, on n'est pas en train de 2050 et 2100. Eh bien en fait, toutes les infrastructures sportives qui sont en bordure d'océan, je pense notamment aux clubs de voile, on va devoir les relocaliser, avec toutes les problématiques que ça pose, les enjeux au niveau économique, parce que ça coûte de plus en plus cher, le terrain coûte de plus en plus cher, et donc c'est peut-être un impact que les clubs de voile ne vont pas pouvoir se permettre. Les salles de sport vont être de plus en plus complexes à gérer. On le voit bien avec les problématiques de réchauffement climatique, se pose la question très claire du conditionnement des salles de sport. Or, vous le savez, les salles de sport, dont la moitié d'entre elles ont été construites avant 1987, ne sont pas équipées pour faire face à cette évolution des conditions climatiques. Les stades engazonnés vont être de moins en moins exploitables. L'étude relève notamment qu'il va y avoir une double problématique, la problématique de l'exposition de ces sols engazonnés à des températures de plus en plus élevées, avec des problématiques de stress hydrique et la difficulté qui va être celle des exploitants et des fédérations concernées d'arroser de plus en plus. Je vous parlais du chiffre de 100 millions de mètres cubes pour arroser les seuls terrains de football en France chaque année. Ce n'est plus de 100 millions de mètres cubes dont on va parler dans le futur, c'est 120, 150, 200, 300 millions de mètres cubes. Enfin, les sports d'hiver, qui sont
concerné peut-être plus encore que les autres sports, dans la mesure où on sait que on va perdre 1 mois d'enneigement par degré supplémentaire et que les projections aux horizons 2050 et 2100 oscillent plutôt du côté de 4 degrés que de 2 degrés, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de neige pour faire du ski en France et donc quasiment partout dans le monde. Le sport est victime effectivement de cette évolution et de cette accélération, cet emballement climatique, mais pas seulement. Le sport est également coupable. Coupable pour plusieurs raisons. La première des raisons, que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est que le sport colonise tous les espaces naturels. Il n'y a quasiment aucun endroit sur cette planète qui n'est pas colonisé par le sport, y compris des zones qui sont fragiles. D'où la nécessité de mettre en place des garde-fous pour protéger ces espaces. La France est un des pays phares en matière de protection de l'environnement. Des règles existent, qui sont parfois des règles européennes, mais il y a tout un tas de pays sur cette planète où on fait un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et donc c'est une catastrophe pour l'environnement. La production massive de déchets, ça n'est pas totalement par hasard, c'est une grande campagne, une grande politique nationale a été lancée contre le zéro plastique. Ça va très au-delà, bien sûr, des seuls plastiques, mais les plastiques sont peut-être la partie émergée de l'iceberg. Le sport amène à une multiplication des transports. Et quand on parle de transport, on parle souvent des transports de personnes, mais il ne faut pas oublier les transports de marchandises. Quand on achète en masse des équipements sportifs qui arrivent d'Asie du Sud-Est, il faut bien que ces équipements arrivent en Europe ou en Amérique du Nord ou au Japon pour être consommés. Et en fait, ces transports sont considérables, qui correspondent à des émissions de gaz à effet de serre énormes qui contribuent au dérèglement climatique. J'ai parlé des consommations d'eau et d'énergie, je les ai suggérées à travers la seule énergie consommée pour retransmettre les Jeux Olympiques auprès des centaines de millions de foyers qui veulent les suivre. C'est un vrai problème. Et le développement d'une stratégie de sobriété énergétique mise en œuvre par la ministre elle-même il y a quelques jours à peine dénote l'importance du problème et du fait que les acteurs du sport doivent se mobiliser pour minimiser ces impacts liés aux consommations parfois absurdes d'énergie. Les constructions d'infrastructures. Sans rentrer dans les détails, beaucoup d'événements sportifs, je pense par exemple à la Coupe du monde de football en 2014 au Brésil, qui avait construit 12 stades ou rénové 12 stades alors que 8 seulement étaient nécessaires, dont certains d'entre eux sont devenus des vrais éléphants blancs, puisque la moyenne de remplissage de ces stades pour 4 d'entre eux est de 800 spectateurs par match, alors que la capacité du stade, suivant les stades, est entre 40 et 70 000 places. On peut se poser la question essentielle de savoir, va-t-on s'arrêter un jour de construire des infrastructures pharaoniques alors qu'on n'en a pas forcément besoin? Donc se pose la question en matière d'infrastructures sportives, notamment de l'héritage qu'on laisse pour les populations locales. Et bien sûr, vous l'avez compris en filigrane, la consommation massive de ressources pour la production de biens et pour l'utilisation de services en tout genre. Ça va du simple t-shirt au bal, ballon, filet, goodies, etc. Donc en fait, chacun de nos gestes de consommateurs sportifs, ce sont des gestes qu'on doit de plus en plus prendre de manière responsable et se poser la question de ai-je vraiment besoin de consommer? Ai-je vraiment besoin d'acheter? N'est-il pas possible de partager, de mutualiser les ressources pour permettre de limiter cette empreinte qui est la nôtre, notamment dans la consommation de ressources? Le mouvement Sport Planète, en fait, il est né de ce double constat, sport victime, sport coupable, qui constituent en fait 2 superbes raisons pour s'engager. Le sport a une responsabilité, une première responsabilité, qui est celle de s'engager en interne et d'agir en interne pour faire en sorte que le sport devienne de plus en plus responsable. Donc il s'agit dans un premier temps de balayer devant notre porte et de mettre en place des dispositifs, des feuilles de route qui permettent au sport d'être de moins en moins impactant au sens négatif du terme et de bonifier ses pratiques et ses usages. Mais le sport a aussi la responsabilité vis-à-vis plus généralement de l'ensemble des citoyens de cette planète, aujourd'hui et demain. D'où la phrase clé que j'ai voulu écrire en gras sur cette diapositive, le sport au service du mieux commun. Il ne s'agit plus de développement durable du sport, qui est une vision un petit peu nombriliste, c'est-à-dire s'assurer la pérennité de nos activités, mais il s'agit de mettre le sport au service du développement durable de nos sociétés,
J'ai utilisé le mot développement durable. Vous savez que le mot développement pose problème. On parle de durabilité, mais on est plutôt dans une logique aujourd'hui davantage minimaliste, de sobriété, etc. Donc c'est comment réussir à faire en sorte que le sport soit de plus en plus utile au plan environnemental et social, sociétal, donc pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans ce contexte se profilent les États généraux Sport Planète, qui viennent clairement combler un manque et un vide qui avait été exprimé très récemment par la climatologue Valérie Masson-Delmotte en disant qu'il n'existait pas à sa connaissance d'espace où les acteurs du sport pourraient se rencontrer, échanger, partager les bonnes pratiques et les mauvaises, et établir ensemble une feuille de route pour les années qui viennent. Eh bien cet espace, grâce aux États généraux Sport Planète, nous sommes en train de le combler. Les objectifs de ces États généraux sont de partager les bonnes pratiques, d'où l'importance pour nous d'inviter un nombre d'acteurs les plus variés possibles autour des tables rondes, des ateliers et dans la salle aujourd'hui, d'identifier les freins à lever, parce que tant qu'on n'aura pas compris pourquoi ça ne fonctionne pas, on ne pourra pas avancer. Donc il est vraiment important de libérer la parole, que les gens puissent s'exprimer sur ce qui coince, pour quelles raisons ça coince. Est-ce que c'est du management, de la gouvernance, du temps, de l'énergie, de l'argent? Il est important de mettre en avant ces freins. De proposer bien évidemment des solutions concrètes, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un consultant qui dit des choses dans le vide et qui sort d'une salle de conférence et qui retourne vaquer à ses occupations, laissant un praticien sans aucun outil, sans aucune règle d'accompagnement qui lui permette de progresser. Et ce qui est très important pour nous, et c'était une des conditions pour l'organisation de ces États généraux Sport Planète aujourd'hui et demain, c'est d'être capable tous ensemble de rédiger la feuille de route du sport éco-responsable de demain. Donc à l'issue de ces États généraux, nous allons produire un document qui prendra la forme d'un manifeste en complément des actes très complets de ces États généraux. Et ce manifeste permettra d'aider l'ensemble des acteurs du sport à avancer concrètement et sans erreur pour aller beaucoup plus vite que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Le président Pélissier l'a annoncé et a commencé à déflorer quelques chiffres dans son introduction ce matin. La consultation Sport Planète était un moment que nous désirions avant ces États généraux pour faire un état des lieux. L'idée, c'était à la fois d'éclairer et de préparer les États généraux Sport Planète. Le président Pélissier l'a très bien dit, le chiffre clé, c'est que 6500 personnes ont répondu à cette consultation, mais peut-être plus important encore, représentant 61 sports différents et 156 modalités de pratique. C'est-à-dire dans les athlètes, on avait des coureurs, des lanceurs ou des sauteurs. En canoë-kayak, on avait de la course en ligne, on avait du kayak de mer, etc. Donc une très très grande majorité des typologies de sportifs se sont exprimées à travers cette consultation. Parmi les chiffres importants à retenir, c'est que 42% des répondants étaient issus de la catégorie des sports de nature. Ces consultations étaient ouvertes à tous, mais 42% de répondants issus des sports de pleine nature, ça veut donc dire qu'il y a une sensibilité tout à fait particulière des sports de pleine nature. Et donc peut-être que les sports de pleine nature, non seulement doivent avancer dans leur coin, mais doivent nous montrer la voie et aider les sports qui ne sont pas de pleine nature à comprendre les enjeux et à avancer pour les années qui viennent. Autre enseignement important et super intéressant de cette consultation Sport Planète, c'est que 21% des répondants étaient issus de sports d'eau. C'est-à-dire c'est de la natation, c'est du surf, mais c'est aussi du triathlon. Donc des répondants qui se posent très clairement la question des impacts des pratiques sportives sur l'eau, de la détérioration des milieux aquatiques et de comment faire en sorte de faire évoluer ces milieux pour mieux les protéger, mieux les embellir, mieux les magnifier. Autre donnée très intéressante qui est sortie de cette consultation, c'est que parmi ces répondants, 23% d'entre eux, c'est-à-dire près d'un quart, pratiquent au moins une discipline de bien-être et de remise en forme.
près d'un quart de répondants. Pour moi, c'est une donnée essentielle. Pourquoi? Parce que ça nous renseigne sur l'importance que revêt la santé pour les pratiquants. Et en fait, c'est un petit peu mon motto depuis 20 ans, santé de l'homme, santé de la planète. Et cette connexion se fait de manière de plus en plus forte. Autre point important, dans les répondants, la répartition entre un peu plus de 38% de non-licenciés, 46% d'adhérents et 15% de responsables associatifs au niveau local, au niveau régional, national et ou organisateurs d'événements sportifs, etc. Ça a été dit en introduction tout à l'heure, près de la moitié des répondants, des 6500 répondants, ont plébiscité la mesure et la limitation de l'impact environnemental au rang 1 de leurs priorités. Et 75% d'entre eux au rang 1 ou rang 2. Donc la problématique environnementale, elle est devenue centrale pour les acteurs du sport. Petit rappel historique, le sport est ancré génétiquement dans le social. Le sport, je vais me permettre de dire, s'est inféodé à la sphère économique à partir des années 80. On se souvient tous du M d'une grande entreprise de fast-food au fond d'une piscine olympique à Los Angeles en 1984. C'est le moment de bascule dans l'économie du sport. Et le sport s'est intéressé aux problématiques environnementales seulement très récemment. Donc il y a un retard historique des problématiques d'environnement, de prise en compte des problématiques d'environnement par les acteurs du sport. Pour rappel, le premier bilan carbone organisé en France pour un grand événement sportif international, c'était en 2007 à l'occasion de la Coupe du monde de rugby qu'accueillait la France. Donc nous avons un retard historique sur la prise en compte des problématiques environnementales et le sport est en train de prendre conscience et de rattraper ce retard historique. Et ces 48% le montrent de manière très claire. Autre chiffre hyper intéressant que cette consultation révèle, c'est que seulement 12% des répondants considèrent et placent l'action pour une économie plus responsable au rang 1 de leurs priorités. Alors que chacun sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que si on n'arrive pas à faire basculer l'économie du côté vert de la force, on n'arrivera pas à aller suffisamment vite pour enrayer l'emballement actuel. D'où une des tables rondes que nous organisons demain en cours de matinée, qui concerne les partenaires économiques du sport et comment réinventer l'économie du sport pour la mettre au service des problématiques environnementales et sociales, sociétales. Enfin, chose très intéressante à noter, parmi les responsables, plus d'un quart d'entre eux placent la lutte contre toutes les formes de discrimination au rang 1 de leurs priorités. Et c'est peut-être lié au travail justement merveilleux qu'a réalisé la mission développement durable du ministère des Sports depuis le début des années 2010 pour mettre en avant le fait qu'il faut lutter contre les discriminations de tout type et qui se traduit à travers notamment cette représentation très importante, cette expression très importante des responsables sportifs sur les problématiques de discrimination. La consultation Sport Planète, elle a aussi permis de révéler un certain nombre de choses. Vous savez que toujours la mission développement durable du ministère des Sports en collaboration avec le WWF France ont sorti une charte des 15 engagements en 2016-2017 qui a eu une première expression jusqu'en 2020 et une deuxième de 2021 à 2024. Et il y a 15 engagements bien particuliers. Et bien parmi ces 15 engagements, la protection de l'environnement ressort comme l'une des 5 priorités pour 7 répondants sur 10. Alors qu'il y a 15 engagements différents. 7 répondants sur 10 placent la protection de l'environnement parmi leurs priorités absolues. Deuxième donnée complémentaire, arrive immédiatement derrière les déchets, l'éducation, les problématiques d'eau et d'énergie, enfin la mobilité, pour un tiers de répondants. L'empreinte numérique, et pour moi ça a été une découverte choc, notamment au niveau des chiffres, seulement moins de 6% des répondants considèrent l'empreinte numérique comme importante à leurs yeux pour faire basculer les choses. Or, on sait à quel point l'empreinte numérique est
est importante, de plus en plus importante. Je ne sais pas si une personne dans cette salle n'a pas de téléphone portable, ne communique pas sur les réseaux sociaux, ne partage pas à tout va ses impressions, qu'elles soient importantes ou moins importantes. Or, c'est totalement délaissé des problématiques des acteurs du sport aujourd'hui. Il y a certainement un champ d'exploration très important là-dessus. Et quand on parle d'empreinte numérique pour les 6% concernés, on parle seulement de dématérialisation. On n'est pas allé beaucoup plus loin que la dématérialisation des licences ou des affiches, des posters, etc. Très intéressant aussi, concernant les freins au progrès déclarés par les répondants, c'est la volonté et le temps qui reviennent le plus souvent. Plus souvent la volonté en ce qui concerne les pratiquants et de manière plus marquée le temps en ce qui concerne les gens qui ont des responsabilités dans le monde du sport. À aucun moment, ou de manière très limitée, on parle d'argent, ce qui pour moi a été une surprise, mais le temps et la volonté sont vraiment les deux tendances lourdes de cette consultation. En matière de mobilité, le grand écart est opéré entre d'un côté le covoiturage, à peu près tout le monde dans le monde du sport a compris à quoi servait le covoiturage, et à l'autre bout de la chaîne, les systèmes de gratification pour les gens qui font des efforts, notamment en recourant au transport en commun. En fait, il n'y a pas eu identification du fait qu'il fallait encourager les gens qui recourent au mode de transport, notamment collectif. Donc c'est certainement un champ sur lequel il va falloir travailler. Et dernier point hyper intéressant, c'est que dès qu'il s'agissait de soutenir une cause, dans 94% des cas, la cause soutenue est une cause sociale ou médicale, et dans seulement 6% des cas, une cause environnementale. Donc il y a certainement un champ à explorer dans ce secteur. Bien évidemment, il y a d'autres résultats qui seront partagés au cours des tables rondes et au cours des ateliers aujourd'hui et demain. Je terminerai ma présentation de manière un petit peu... j'ai promis que je n'allais pas être trop agressif pendant ces 2 journées et qu'avec le temps, j'ai appris à m'adoucir, à arrondir les discours, etc. Il n'empêche qu'il ne faut pas se tromper de cible. Quand on veut s'engager au service de la planète, et il ne faut pas se perdre dans les détails. Il y a beaucoup de gens qui font des choses superficielles et qui communiquent dessus, trop encore à l'heure actuelle, et il va falloir se recentrer sur les principes, sur l'essentiel, ce qui fait le cœur du problème et qui nous permet de tout de suite être dans le vif du sujet pour apporter des solutions. Donc parmi ce que je me permettrai de vous dire avant de conclure cette présentation, c'est que qui que vous soyez acteur du sport, la première de vos priorités, c'est de vous focaliser sur l'essentiel. Ce ne sont pas les 2% qui nous intéressent, c'est les 60%. C'est-à-dire que commencer par travailler sur les grosses masses pour qu'on progresse vite et de manière conséquente. La deuxième chose, c'est d'être cohérent et d'être transparent. Quand on parle de cohérence, c'est notamment cohérence entre les discours et les pratiques. On n'est pas dans une campagne électorale où on dit des choses en tant que candidat qu'on ne mettra peut-être pas ou sûrement pas en place quand on est élu, en fonction de qui on est, mais on doit vraiment être hyper cohérent parce que c'est la condition sine qua non pour être accepté par nos pairs et par tous les acteurs qui nous entourent et pour que les gens, en termes de gouvernance, nous suivent de manière positive. Et transparent, parce que même si parfois c'est difficile à dire une vérité, je crois que toutes les vérités sont bonnes à dire, pourvu qu'on y mette les formes. On a parlé de sobriété, il faut revenir à davantage de sobriété. Le monde du sport, notamment dans les années 90, a explosé au niveau de ses mises en œuvre, pour plein de raisons, liées notamment à l'injection de capitaux de plus en plus importants, parce que les acteurs économiques ont identifié le sport comme étant porteur de valeurs et de retours sur investissement très importants. Revenir à davantage de sobriété, c'est être capable de faire des choix sur des tailles d'infrastructures, sur un nombre d'inscrits à une manifestation sportive, sur la qualité versus la quantité. Et donc, je jette le mot qui fait souvent peur, le minimalisme. Apprendre à être minimaliste, ça n'est pas être cheap. Être minimaliste, c'est justement être capable de faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui est moins important. Être minimaliste, c'est une super qualité. Ça passe par un certain nombre de choses. Et 2 concepts qui me tiennent particulièrement à cœur, le concept d'éco-conception et le concept de co-construction.
En matière de gouvernance, si vous avez 17 étages entre la personne qui décide et les personnes qui appliquent tout en bas de la chaîne, ça ne fonctionne pas. Si vous réussissez à horizontaliser la gouvernance, vous mettez autour des tables un certain nombre d'acteurs, et notamment tous les acteurs concernés par des prises de décision importantes, vous avez davantage de chances que ces décisions non seulement soient acceptées, mais soient appliquées. Autre point hyper important, donner ou redonner la priorité au local. Il faut relocaliser votre méthode vos méthodes d'agir et vos modes de pensée pour vous mettre au service du local, parce que le local, quand vous accueillez un événement sportif ou que vous êtes dans un pays particulier, est très important. Il est même plus important que tout le reste. Si chacun déjà fonctionne pour se mettre au service du local, la planète fonctionnera beaucoup mieux. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, santé de l'homme, santé de la planète, on ne peut pas dissocier les deux. Il n'est pas possible d'être en bonne santé ou de bien se sentir sur une planète malade. Vous devez, dans tous vos projets et dans toutes vos mises en œuvre, avoir en tête cette dualité qui est essentielle. Je termine très rapidement avec le programme des États généraux. Il est organisé en 3 conférences introductives qui permettent d'avoir un regard extrêmement transversal sur le monde qui nous entoure pour nous extraire de notre quotidien. Vous savez, les sportifs sont sur un vélo et ont du mal à descendre du vélo pour se regarder pédaler. D'où la parole qui va être donnée à un expert du climat, à une responsable d'une collectivité territoriale des plus grandes villes de France, et sinon la plus grande, et une avocate du sport. Ensuite, nous aurons 6 tables rondes, 3 tables rondes cet après-midi, 3 tables rondes demain matin, que nous avons centrées sur des catégories d'acteurs qui nous sont apparus essentiels, des organisateurs, des formateurs, des éco-aventuriers, des sportifs de haut niveau, des partenaires économiques, enfin les médias. À ces 6 tables rondes se feront écho 6 ateliers en fin de journée auxquels vous allez pouvoir tous participer. Demain, nous aurons un village des bonnes pratiques toute la journée face à l'espace Colette Besson qui nous accueille aujourd'hui. Des éco-games seront organisés en collaboration avec l'UNSS à destination d'établissements scolaires du département qui nous accueille. Et rendez-vous est pris pour tout le monde demain à 13h00 pour le départ de Xavier Thévenard pour cette trace de 250 km, 50 heures de course, de VTT, de tandem et de canoë-kayak et 2500 mètres de dénivelé. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite 2 très belles journées à tous. Merci de votre attention.